Puis je vous disais beaucoup d'actu dans la tech ce lundi 18 août parce que chez OpenAI, je vous le disais, la française Fidjissimo prend officiellement ses fonctions aujourd'hui. Vous savez qu'elle avait déjà intégré le conseil d'administration d'OpenAI en mars dernier. Là, elle prend officiellement la direction générale des applications avec pas mal de défis à relever. On va en parler quelques instants avec Fabrice Epelboin qui est avec nous en visio. Bonsoir Fabrice, merci d'être avec nous, enseignant à Sciences Po, cofondateur de Yogosha. Alors, elle arrive surtout, ça c'était pas prévu, quelques jours après le lancement de la version 5 de ChatGPT, dont on sait qu'elle a fait beaucoup de déçus. C'est peut-être pas forcément pour elle le meilleur contexte pour arriver, Fabrice. Comment vous regardez ça, vous ? C'est pas le meilleur timing, mais elle est en charge de l'application, donc c'est pas vraiment le domaine qu'elle va prendre en charge. Ça la concerne pas tant que ça. Ouais. Elle a pour mission de vraiment faire de OpenAI une véritable application, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Les applications utilisent OpenAI, mais OpenAI en tant que tel ne propose pas des applications si fantastiques que ça. Et c'est le défi qu'elle va avoir à relever. Oui, on va beaucoup parler des applications. Juste parce que j'insiste là-dessus, puisque ça a été le sujet de ces derniers jours sur cette version de ChatGPT 5. Autant certains ont dit le virage technologique était ahurissant entre la version 3 et la 4, autant la 5, il y a un problème. Est-ce que vous croyez que OpenAI va pouvoir résorber ce problème rapidement ? Écoutez, pour l'instant, Polymarket, qui est le marché prédictif de référence aux États-Unis, donne plutôt Gemini, c'est-à-dire Google, comme grand gagnant cette année de l'intelligence artificielle. Donc c'est toujours la course. On a une course entre Google, oui, OpenAI, il y a Facebook qui est pas loin, et puis il y a le challenger qui est Elon Musk avec XAI. Donc on est toujours dans une course. OpenAI domine toujours la course. Ouais. Mais Google a bien rattrapé ce retard. Il faut dire que Google, objectivement, aurait dû être le premier dès le départ. Ils ont pris énormément de retard, ils ont fait énormément de bêtises. Malgré tout, ils restent très sérieusement dans la course. Sur effectivement la feuille de route donc de Fidjissimo, parce que vous le disiez, son truc à elle, c'est les applis, et son mantra depuis des mois, elle le dit, c'est rendre l'IA, je cite, accessible partout pour tous et plus simple à comprendre. C'est ça l'idée, en fait. On va chercher à développer, monétiser des applications autour de l'intelligence artificielle générative. C'est ça sa feuille de route, finalement. C'est ça sa feuille de route. Elle a brillamment réussi cette même mission chez Facebook, celle qui était en charge de l'application Facebook, oui, qui a eu un succès absolument incroyable. Par contre, là, elle a un autre challenge qui est que OpenAI a développé tout un écosystème de startups, parfois valorisé une fortune, qui ne font guère que rajouter sur OpenAI une couche applicative et de proposer une application spécifique à partir d'OpenAI. Donc, on va arriver dans le moment où OpenAI va commencer à cannibaliser son écosystème. C'est pas la première fois que ça arrive dans la Silicon Valley. C'est un moment délicat, difficile, qui va faire beaucoup de frustration, qui va engendrer énormément de bad buzz dans tous les sens. Et c'est vrai que pour le coup, OpenAI a choisi quelqu'un qui est à la hauteur de la mission. Oui, parce qu'elle a passé 10 ans chez Zuckerberg, comme vous le disiez, du côté de Meta. En même temps, le paradoxe, c'est qu'elle va peut-être nous permettre d'avancer sur l'identification de certains cas d'usage autour de l'IA générative, Fabrice. C'est l'écosystème qui va lui permettre d'avancer sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et il y a des milliers de startups qui utilisent OpenAI pour des applications précises. Il suffit de regarder quelles sont les plus populaires et de les copier. Encore une fois, c'est pas la première fois que ça aura lieu dans la Silicon Valley. Et il est vraisemblable qu'avec quelqu'un de ce talent à la tête de l'application d'OpenAI, l'écosystème prenne très très cher. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, on le disait, elle a un profil plutôt publicitaire à la base, Fidjissimo, mais apparemment, elle a alors non seulement acquis pas mal de compétences technologiques, mais elle a appris à diriger des ingénieurs du secteur, ce qui n'est pas une masse à faire, et puis elle a aussi gagné le respect visiblement des développeurs. Donc c'est un beau parcours, pour le coup. C'est un très très beau parcours. Elle a un profil pas tant publicitaire, end-user, comme on dirait dans la Silicon Valley. Pour elle, son talent se développe tout particulièrement dans la relation avec l'utilisateur, dans la relation entre la machine et l'utilisateur. OpenAI excelle dans l'intelligence artificielle, mais dans la relation avec l'utilisateur, c'est encore très frustre. Là, avec un tel recrutement, peut-être qu'OpenAI va prendre une avance décisive. Peut-être qu'OpenAI va prendre une avance décisive, parce qu'en attendant, on le disait, il y a 700 millions d'utilisateurs de ChatGPT chaque semaine, des particuliers, il y a des entreprises pour lesquelles on a développé des services. Enfin, c'est quand même un groupe qui a perdu fondamentalement 5 milliards de dollars l'an dernier, Fabrice. Donc, il va falloir monétiser tout ça très très vite pour le coup. Je pense que ça va être gratuit encore le temps que Wall Street donnera à tout ce petit monde et que les VC de la Silicon Valley donneront à tout ce petit monde. Il y a énormément d'argent qui coule, 5 milliards,
c'est une paille par rapport aux sommes dépensées dans ce secteur. Oui, mais entraîner des modèles d'IA toujours plus chers, ça coûte beaucoup d'argent aussi. C'est ça aussi le souci aujourd'hui pour OpenAI. Ça coûte une fortune en data center et du coup ça coûte une fortune en énergie. C'est les deux principaux coûts, hein, les data centers et l'énergie pour les faire tourner. L'apprentissage coûte, mais par rapport à l'énergie au data center, c'est pas un budget si phénoménal que ça. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de modèle économique. Donc pour l'instant, on est dans cette période qu'on a aussi déjà connu à droite et à gauche dans l'histoire des technologies, où finalement, c'est les financiers de la Silicon Valley qui nous offrent gratuitement ou presque OpenAI et tout un tas d'autres outils. Il y a un moment, il va falloir un modèle économique et il y a un moment, ça ne sera plus gratuit. Mais d'ici là, l'ambition, c'est de nous enfermer dans des usages qui rendent ça indispensable. Oui. Et c'est là où effectivement ce recrutement va permettre à OpenAI de développer des applications, une ou des applications qui vont vraiment nous verrouiller dans des usages que nous serons prêts à payer pour 10, 20, 30, 40 $ par mois d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, le temps que la finance donnera à ce petit monde pour arriver à maturité. Et accessoirement, faire monter la valorisation. Le groupe n'est pas à côté, évidemment, aujourd'hui, mais visiblement, il vise 500 milliards de dollars de capitalisation. Et chez Instacart, quand elle a fait entrer le groupe en bourse, elle a augmenté le cours de l'action de 50% en 2 ans. Bon, là, on lui souhaite de réussir. C'est aussi pour ça que Sam Altman est allé la chercher, finalement, hein, pour booster le cours de bourse. Je pense quand même qu'il est allé la chercher pour sa connaissance dans l'art et la manière de faire une application qui séduit des milliards d'utilisateurs. Ouais. Elle a brillamment réussi ça chez Facebook, mais vraiment brillamment. Il n'y a pas de raison de penser qu'elle n'arrive pas à relever ce challenge chez OpenAI. Le cours de bourse, on verra après. Ils sont pas à la veille de l'introduction en bourse. C'est une autre aventure qui viendra bien plus tard. Merci beaucoup Fabrice. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po, cofondateur de Yogosha. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. 18h20.